Alors, donc on va faire un récapitulatif des questions. En fait, je vous donne globalement la teneur de ce qui est attendu pour l'option EPS. Et après, si vous voulez détailler pour être plus performant à l'oral, vous pouvez détailler. De toute façon, il suffit de lire sur le blog les choses qui ont été mises. Puis vous avez aussi une partie vidéo. Le blog, c'est, en fait, quand vous tapez sur Google lycée Rimbaud EPS tout attaché, il vous demande de cliquer sur lycée Rimbaud EPS détaché, vous cliquez dessus, vous tombez sur le blog. Sinon, c'est http://lycéerimbaud.blogspot.com. Tu tombes dessus. Mais si tu tapes lycée Rimbaud EPS sur Google, tu tombes dessus, c'est le premier, ce qui sort en premier. Donc, vous avez plusieurs thèmes de questions. Donc, dans la partie, donc ça, c'est la partie orale que vous allez avoir. En EPS de complément. Donc vous avez une note sur 20 en bac, une note sur 20 en sauvetage, une note sur 20 en musculation, une note sur 20 sur le carnet d'entraînement et l'oral de l'entretien dont on parle, parce que l'entretien est noté sur 14, 6 € le carnet d'entraînement. 6 €. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez donner des euros, 1 € par point. Ça 6 points. J'ai des sous là, 6 points. Donc 6 points sur le carnet d'entraînement, 14 points sur l'oral. Donc vous êtes convoqué un quart d'heure à l'oral, on est deux à vous poser des questions. Et on vous pose 4 questions. Après, et vous avez aussi toute la partie engagement dans le cadre de l'association sportive ou des opérations particulières que vous avez pu faire, stage de ski, encadrement du championnat de France, investissement dans le cadre de l'ES et résultats dans le cadre de l'ES. Toute la partie, vous pouvez aussi détailler sur le blog, toute la façon c'est noté, c'est détaillé sur le blog. Ça fait une note sur 100, on la ramène sur 20. Bon. La première question porte sur le carnet d'entraînement. Comment équilibres-tu agoniste et antagoniste sur une série? Pourquoi? Donne des exemples. Donc quand on travaille en musculation, un gros musculaire, par exemple, quand je vais travailler un exercice, si je fais les biceps, les agonistes sont les biceps, les antagonistes, ceux qui contre le mouvement, sont les triceps, c'est ceux qui vont être relâchés pendant le mouvement. Pour simplifier, parce qu'après pour les jambes c'est compliqué. Mais globalement ça marche comme ça. C'est-à-dire que quand je fais les biceps, si je veux travailler l'antagoniste, ça va être les triceps, ça veut dire que je vais repousser, c'est l'histoire de la barre avec la corde qu'on va repousser comme ça pour tendre le bras, l'extension du bras, et la flexion du bras ça va être les biceps. Pourquoi équilibrer agoniste-antagoniste? Oui. J'ai un autre exemple, par exemple pour les pecs et le dos. Alors, si c'est trop les pecs comme pour le dos, j'en prends en avant. Voilà ça. Si tu travailles trop les agonistes dans cette partie d'exercice que je viens d'expliquer, par exemple, tu vas avoir les biceps qui vont tracter le bras et le bras va se retrouver en semi-flexion. Tu vois, comme ça, constamment. Si tu as les triceps qui sont plus forts, ça peut permettre d'étendre un peu plus les bras. Je retrouve le même problème chez les nageurs, par exemple, qui travaillent beaucoup les dorsaux ou ceux qui font l'escalade, où en fait tu te retrouves avec un dos voûté, ou ceux qui font beaucoup de pectoraux, parce que ça tracte sur l'humérus, les deux. Donc pour compenser ce travail-là, pour compenser le travail des pectoraux, sur la série, ce qu'on fait, c'est le tirage assis, simplifié. Tu peux avoir le rowing comme ça, ou le tirage assis, ça vous colle le mouvement. Donc épaules basses, et je tire les coudes en arrière pour pouvoir amener le matériel contre mon torse. Et en fait, ça travaille ce qu'on appelle les dorsaux, c'est les fixateurs de l'omoplate, qui permettent d'ouvrir les épaules. Tandis que les pectoraux ont tendance à ramener les épaules. Après, il y a des exercices qui sont plus dans la biomécanique, c'est-à-dire que lorsque tu fais des tractions, l'antagoniste, on va dire que ça va être la repoussée vers le haut. Surtout biomécaniquement en fait. Quand je parle de tracter quelque chose, il faut que je sois capable de le repousser après. Donc là, ça va être les épaules quand tu repousses et les grands dorsaux quand tu tires. Mais tu peux rajouter quand même que si tu fais trop le grand dorsaux, ça vaut le coup de faire les fixateurs l'omoplate encore pour que les épaules se mettent dans ce sens-là. Parce que les grands dorsaux viennent s'insérer sur l'abdomen du l'humérus, on ne dirait pas, parce que c'est dans le dos. Et quand ils sont toniques, ça te met les épaules en avant. Après, les quadriceps, les agonistes, si c'est le quadriceps, quand je travaille assis,
antagonistes, ça va être les ischios. Voilà, c'est peut-être super important parce que, notamment dans les phases de freinage, les ischios permettent de maintenir le tibia pour éviter qu'il parte trop en avant et que vous distendiez les ligaments croisés par exemple. Voilà, pour simplifier. Quand vous travaillez les mollets, vous pouvez travailler les extenseurs des orteils, ça permet de gainer la cheville. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pareil pour les avant-bras. Si tu travailles les fléchisseurs de l'avant-bras, c'est intéressant de travailler les extenseurs pour ne pas être trop raide dans un sens et trop souple de l'autre. Quoi d'autre? Bon, on a fait le tour. Ouais, les abdominaux. On considère que c'est intéressant de travailler les abdominaux et les lombaires pour avoir un gainage solide au niveau de la taille. Et le fessier participe au système de gainage. Voilà, le fessier participe au système de gainage avec les abdominaux. Donc quand je travaille les abdos, je travaille les lombaires et les fessiers. Voilà. Ça c'est le système agoniste-antagoniste. Abdominaux grands. Ah oui. Situation des groupes musculaires. On te montre un groupe musculaire, c'est-à-dire ce que c'est comme groupe musculaire. Biceps, épaules, deltoïdes, triceps ici, fléchisseur des doigts, extenseur des doigts, simplifié, extenseur des doigts, fléchisseur des doigts. Donc on a dit biceps, pectoraux ici, grands dorsaux, ça fait le V en fait dans le dos. Derrière les épaules, au niveau des omoplates, tu as les fixateurs de l'omoplate, simplifié, trapèze, qui descendent au niveau des omoplates, ici. Vous avez les grands bras qui viennent jusqu'au pubis, la cage thoracique au pubis, les obliques, petits grands obliques, le transverse qui tient les organes à l'intérieur. Après vous avez le quadriceps qui est fait de 4 muscles, mais bon on ne détaille pas. Couturier, vaste externe, vaste interne et droit antérieur. Droit antérieur est quand même. Bon, on laisse tomber, c'est des détails. Donc le quadriceps vient globalement s'insérer sur la rotule et la rotule vient s'insérer sur le tibia. Les ischios derrière, les adducteurs à l'intérieur, les abducteurs à l'extérieur, ABD, abducteur et adducteur intérieur. Jumeaux solaires, tendon d'Achille pour le mollet. Et après, l'extenseur des orteils ici. Donc on fait le tour. Comment justifies-tu les groupes musculaires que tu travailles par rapport au sport que tu prépares? Ouais, alors là, c'est juste l'analyse. Pourquoi par exemple, si on va te demander quel groupe musculaire en particulier tu travailles dans le sport que tu pratiques, et pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi tu vas travailler de cette manière-là? Quel intérêt ça peut avoir au niveau technique dans ce que tu fais, au niveau technico-tactique? Par exemple, un mec en bas qui travaille l'explosivité parce qu'il se rend compte qu'il tombe sur des grands. Quand il faut tirer au goal, les mecs sont là, ils lèvent le bras, ça devient difficile, donc avec une grosse extension, il ne peut pas passer dessus et puis s'ouvrir des angles qui ne peuvent pas s'ouvrir s'il reste au sol. Par exemple. Comment estimes-tu l'effort en musculation? Es-tu capable d'utiliser une cotation de l'effort par rapport à quels critères? Ça c'est simple, vous le retrouvez dans la partie, il y a 3 parties en fait sur la musculation, dans le sommaire. Le sommaire. Et dans la partie, voilà. Là on est en train de voir le cours théorique PS complément, vous avez cours vidéo. Et avant, vous avez terminale première, musculation, carrière d'entraînement et théorie. Là, vous avez la fiche qu'on a établie depuis plusieurs années sur la cotation de l'effort de 1 à 10. Quand la barre elle monte vite, elle ne monte pas vite, la douleur que je ressens au niveau cardio. Voilà, tu regardes la fiche, on l'a utilisée, il y en a qui la maîtrisent bien, il y en a qui la maîtrisent moins bien. Juste utilise, tu vois sur quels critères tu peux jouer pour estimer la difficulté. Après, c'est intéressant parce que tu n'as pas toujours un cardio à la main, donc c'est intéressant d'être capable moi j'ai pris sur 10 parce que en fait tu peux vite le transformer sur 20, parce qu'on a l'habitude de noter sur 20. Et en fait la cotation de l'effort, tu sais qu'à 9, ça fait 18 sur 20, ça veut dire que c'est des efforts qui sont super difficiles. Donc là, à partir de 14, ça commence à devenir dur. Voilà. À partir de 16,
7 sur 10, ça devient dur dans la fiche. Donc reportez-vous à la fiche pour ça. Alors après, on peut vite comme ça. Quel temps de récupération tu utilises pour travailler la force? Long. Tu sais que tu dois récupérer en 2-3 minutes pour un exercice de force, c'est-à-dire quelque chose de très court et qui est dur, et qui est lourd, qui propose une grosse résistance. Il faut que tu récupères longtemps. Sinon, tes possibilités vont diminuer. Par exemple, tu dois tracter une grosse charge, par exemple un gros pneu, tu dois le tracter. Tu vas le tracter une fois. Si tu ne récupères pas assez, la deuxième fois ça va être dur, la troisième fois, après tu n'arrives plus à le tirer. Tu deviens de plus en plus désorganisé. Donc il faut que tu récupères vraiment dans les efforts de force si tu veux être performant en force. Donc tu as un petit tableau qui récapitule ce truc-là. Résistance, volume. Là, l'intérêt de la récup, c'est qu'elle soit incomplète. En force, tu récupères beaucoup pour rester fort et travailler musculairement. En résistance volume, tu provoques de la fatigue en fait. Il faut que tu aies une acidification des tissus du sang pour que tu puisses travailler en situation de stress musculaire, parce que c'est ça qui va stimuler la croissance musculaire. Donc tu vois que c'est pas la même chose. La récupération n'a pas le même sens. Et après en vitesse, c'est comme en force. En vitesse, il faut que tu sois capable de super bien récupérer. Si tu fais un travail de vitesse, par exemple tu te chronomètres sur un nombre de répétitions, quand le temps augmente sur le même nombre de répétitions, c'est que tu commences à être trop fatigué, il faut laisser tomber. Tu reposes plus. La vitesse, il ne faut pas que tu rentres dans le cardio. La vitesse, quand tu sors d'une séance de vitesse, une vraie séance de vitesse, tu as l'impression que tu n'as pas travaillé. Tu as l'impression que tu as arrêté. Tu dis, ça sert à rien. Ouais, voilà, ça sert à rien. En fait, c'est nerveux. C'est ce qu'il faut aller dans le site, c'est. Voilà. C'est le 6B. Ouais, 6B. Exemple de nombre de répétitions par rapport à ton max pour travailler en force. 85 au-delà jusqu'à 100. Tu peux aller jusqu'à 100, c'est-à-dire ta répétition maximale, 100% de ta force maximale. Ta répétition max, 100%. Par exemple, je fais 100 kg couché, 100% de 100 kg. Mais tu peux aussi travailler la force en descendant. Et on sait qu'en descendant une charge, par exemple, que ce soit en squat, en développé couché, en traction lorsque je freine, je peux maintenir une résistance, enfin, contrôler jusqu'à 120% du maximum. Ouais. Donc il y a des mecs, il y a un type qui a battu le record du monde à l'époque, un des premiers qui a commencé à s'intéresser à ça. En développé couché, il avait des barres coudées et il s'entraînait en excentrique, c'est-à-dire il freinait beaucoup plus lourd que ce qu'il était capable de faire. Par exemple, il faisait, s'il était capable de faire 200 kg au couché, on lui mettait 120% de ce qu'il était capable de faire. Et le mec il freinait, 240, avec la barre coudée qui imposait une tension encore plus importante aux pectoraux. Ils enlevaient, ils repoussaient les 200 et ils freinaient les. Tu vois, c'est comme ça que le type sollicite le muscle pour que le muscle s'adapte et gagne en force. Voilà. Quand tu as des grosses tensions, le muscle s'adapte en force. Si tu fais que des tensions légères, tu ne peux pas devenir fort, c'est possible. En fait, c'est une question de bon sens. Il faut bien analyser ce que tu fais. En fait. Résistance volume. Là, on est en nombre de répétitions. Donc en force, c'est le nombre de répétitions, c'est maximum 6, mais la plupart du temps, c'est 5, de 1 à 5. Résistance volume, le chiffre clé, c'est 10, 10, 12. En vitesse, ça se calcule surtout par rapport au temps. Tu sais qu'à partir de 6 secondes, tu n'es plus en vitesse. Donc, en même temps, il faut être capable d'avoir un geste très rapide. S'il est trop lent, par rapport à la réalité du geste, s'il est trop lent, c'est que tu pousses lourd. Donc, ça n'a aucun intérêt. Il faut que ça soit léger, super rapide et dans un temps donné. C'est moins de 6 secondes de vie. Ouais, c'est autour de 6 secondes. C'est le plus intéressant à travailler. Bonne méthode d'entraînement, résistance volume et les précautions. Ouais, voilà, en fait, tu trouves une méthode sur les séries de 10, c'est super. Exemple nombre de répétitions par rapport à ton max pour travailler en force, qu'on a vu tout à l'heure. En résistance volume, c'est autour de 70-75 ton maximum, 75%. En vitesse, 30%, vers dessous.
bonne méthode d'entraînement en puissance. Ah oui, quand on parle de puissance, c'est la force et la vitesse mélangée. Donc si tu as une méthode d'entraînement en puissance, tu peux faire par exemple ce qu'on a fait en ce qu'on appelle nous l'option sport, c'est-à-dire des séries de 4 répètes lourdes et après le même exercice derrière, super rapide explosif. Par exemple des pompes à genoux, des demi-pompes à genoux super rapides sautées. Tu veux devenir fort à la mêlée en tant que pilier en rugby, quel type de... J'arrive pas à lire là-dessus. Quel type de contraction tu privilégies au niveau des cuisses et du dos, pourquoi? Donc là c'est le type de contraction à la mêlée. Tu vas travailler l'isométrique et le concentrique. Concentrique parce que quand tu vas pousser au niveau des cuisses, là ça va être du concentrique au niveau des cuisses, parce que tu vas pousser, et isométrique au niveau du dos, parce que la charge quand tu pousses, il faut que tu sois capable de tout gainer. Après, tu venais fort en sprint sur 30 mètres. Quel type de contraction de privilégié au niveau des cuisses? Et de quoi? Et des mollets, pourquoi? 30 mètres au niveau sprint. Là maintenant, en ce moment, les sprinteurs de 30 mètres, sur 30 mètres, les types très forts. Donc c'est la sortie qui est intéressante, donc c'est l'explosivité en sortie. Donc tu travailles la puissance pour la sortie des starts. Et après, il y a le griffé. Donc ça va être un gros travail au niveau des ischios et des fessiers, en concentrique. Et au niveau des mollets, ça sera plutôt pliométrique, puisqu'on accumule, au niveau des mollets une énergie qu'on restitue. Voilà, pour simplifier. Comment sais-tu que tu es échauffé? Quel effet tu recherches sur toi? Pourquoi? Là, vous l'avez dans la vidéo. Explique comment est structurée l'articulation du genou. Articulation du genou. Vous vous souvenez? Ligament rotule, Ouais. ménisque. Vous le refaites rapide. Pas tout. Surtout les genoux. Le mur, le bonnet, là tu as la rotule. En fait, ici tu as l'insertion l'insertion des muscles du quadril. Et là tu as le tendon rotulien. Et tu as les ligaments croisés qui sont ici. Et le ligament externe qui est là, le ligament interne ici. Et ici, le ménisque qui permet de stabiliser l'articulation. C'est des croissants en fait, les ménisques qui viennent là. Donc les croisés, croissants pour les ménisques, les ligaments latéraux qui permettent de maintenir l'articulation latéralement, et les ligaments croisés qui permettent de maintenir l'articulation d'avant et arrière. Oh. Pour l'épaule, c'est plus compliqué. L'épaule, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, t'as pas un logement clair et net, c'est-à-dire que tu as l'omoplate ici, tu as tout un système osseux ici, avec la clavicule, acromion, omoplate, et ici l'humérus. Ce qui va se passer, c'est qu'il faut être le plus équilibré possible au niveau de l'épaule pour que l'humérus reste placé comme ça. Dès que tu commences à être trop fort des pectoraux, des dorsaux, l'épaule a tendance à pivoter, des fois même à monter. Ça va écraser les tendons sous la voûte sous-deltoïdienne, comme la voûte sous-deltoïdienne. Puis tu as les tendons qui passent derrière au niveau de l'omoplate qui vont être irrités en fait par le passage. Parce que tu as une tubérosité sur l'humérus qui va frotter sous la voûte sous-deltoïdienne. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une irritation, petit à petit des tendons qui peuvent être abîmés, et puis tu peux avoir une rupture, ce qu'on appelle le problème de la coque de rotateur. Là, dans le club d'escalade où je suis, il y a un mec qui s'entraîne pas comme un malade. Pourtant, il a eu ce problème à l'épaule, et il s'est déchiré un tendon comme ça, et ça a fait un trou en fait dedans. Donc là, il est en réduit, mais tu le retrouves dans plein de sports. Et lorsque tu t'entraînes vraiment énormément à s'équilibrer musculairement, tôt ou tard, tu as droit.
Voilà. Donc il faut penser de suite à ça. En fait, quand tu fais un entraînement, moi c'est ce que je fais avec les sportifs que j'ai. Au niveau national et international, tu as 3 entraînements, prépa physique, prépa technico-tactique et un troisième entraînement pour compenser les effets de l'entraînement. Tu t'entraînes à ne pas te blesser. Pour pas te blesser. Après, comment doit-on équilibrer le bassin de musculation, protéger les vertèbres et quel risque pour toi en travaillant dans 6 phases de musculation? Ah oui, ça c'est tout le problème qu'on avait vu au niveau des vertèbres. Je vous rappelle vite la façon de les structurer. Corps vertébral, tac tac, apophyse épineuse, apophyse transverse. Tu as un disque à l'intérieur, tac 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 tac, avec un noyau. Dès qu'il est comprimé, le noyau il sort. S'il est trop comprimé, il peut sortir. Donc en fait, si ça sort de ce côté, tu as la moelle épinière ici qui est là. Parce que le mec en fait, tu as le dos du type là. Voilà, donc en fait, si tu travailles en lordose avec une charge, ça comprime le disque, tu peux avoir une hernie discale devant. Si tu travailles dos rond, tu as une hernie discale, ça peut sortir de ce côté. Par contre, de ce côté, ce qui est embêtant, c'est que dans un espace ici, entre les vertèbres, tu as la moelle épinière qui passe et les nerfs achidiens. Donc tu compliques la chose. Ouais, tu compliques la chose. Vous avez une vidéo là-dessus qui explique bien. Il faut que je rentre pas en détail là-dessus. Quelle protection dois-je prendre pour solliciter mes abdominaux? Là, on retombe sur l'histoire du psoas iliaque, vous vous souvenez? Ah, je ne vais pas rester musé. Je parle pas. Oui, mais c'est pour maintenir la tension au niveau des stimuli. Ah, c'est pas rien. Tac, 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 tac. Colonne vertébrale, bassin, fémur, les côtes. C'est pas loin. Quand on regarde ici la pointe des os iliaques, Ah, j'ai pris la pointe. quand ça part, Je sais pas. t'as grillé ton côté. Quand ça part vers l'avant, ça s'appelle l'antéversion. D'accord? Les muscles qui provoquent l'antéversion, c'est-à-dire la bascule du bassin, ce sont en fait les muscles qui sont ici au niveau du dos, et un muscle super important qui vient sur le bassin ici, qui vient s'insérer sur les 4 lombaires ici. C'est le psoas iliaque. Le muscle psoas iliaque a tendance à te foutre le cul en arrière, et si le muscle du dos s'enraide, ça aggrave la chose. Pour compenser ça, il faut étirer ces muscles-là. Donc tu vois, tout ce qui est comme ça en rigide ici, et les muscles du dos. Donc des enroulements, des trucs avec le genou au sol, quand tu ramènes la jambe. Et pour compenser anatomiquement la chose, il faut renforcer les abdominaux et les fessiers. Pour simplifier, pour que ça soit plus simple. Donc quand tu remuscles les fessiers et les abdominaux intelligemment, tu replaces le bassin en rétroversion, c'est-à-dire que là, tu vas partir, le bassin va partir, la pointe des os iliaques va partir vers l'arrière. Ça va? Boulot? Ok. Donc ça c'est la rétroversion et l'antéversion. Ça se peut qu'on vous le demande à l'oral, c'est super important. Si je te dis comment il faut placer en rétroversion et en antéversion, il faut que ça sache l'expliquer. Qu'est-ce que tu contractes au muscle pour être en antéversion et pour être en rétroversion? Pourquoi? Ok. Si vous regardez la vidéo, vous allez l'intégrer. Sécurité EPS. Un individu respire mais ne répond pas, tu es seul, que fais-tu? Alors il respire et il ne répond pas. Alors un individu qui respire, qui ne répond pas, c'est, vous savez, c'est tout le travail qu'on a fait. Ouais, c'était voilà. D'abord, donc tu vérifies. Je vérifie s'il respire. Après, on tend les mains, genre s'il respire. non, d'abord, il faut faire le secours. Non. D'abord, tu préviens. Attends, tu peux prendre. Le type ne saigne pas. C'est pas là, c'est bon toi. Après, conscience. Donc pour la conscience, est-ce que le type est capable d'ouvrir les yeux? Non. Est-ce qu'il peut serrer les mains? S'il ne serre pas les mains et qu'il n'ouvre pas les yeux, tu vois qu'il n'est pas capable de te répondre. Tu regardes s'il respire. Là, tu te rends compte qu'il respire. Donc,
Tu en déduis qu'il est inconscient, mais qu'il respire. S'il reste à plat dos, il peut avoir un reflux. Voilà. Donc il peut se noyer dans son vomi. Donc ce qu'on va faire, position latérale de sécurité. Donc message d'alerte et position latérale de sécurité. Donc on fait position latérale de sécurité et après on va chercher les secours. Voilà. PLS, tu vas chercher les secours. Voilà. Après, un individu saigne abondamment du nez, d'une narine. Tu es seul, que fais-tu? Voilà, il faut le mettre en avant et bloquer une narine. D'accord? S'il saigne du nez, mais la chose importante c'est il ne faut pas que ce soit à la suite d'un choc important. Il ne faut pas que ce soit à la suite d'un choc. Si c'est en boxe par exemple, tac, tu vois que le mec il prend un coup dans le nez et qui saigne d'un côté, peut-être il y a une fracture du nez. Donc tu ne vas pas appuyer. Donc là tu prends portable 15, tu demandes un avis médical au 15 et là le type va te diriger sur la procédure à faire. Ça se peut qu'il te conseille de ne pas appuyer, ça se peut qu'il te dise d'appuyer selon ce qu'il estime nécessaire de faire. Ok? Après c'est fini. Comme ça. Un individu ne respire pas, il ne répond pas, un témoin avec toi, que fais-tu? Un individu ne respire pas, il ne répond pas. Ah. Donc là, tu t'es rendu compte que, après avoir fait respiration, 10 secondes, le type ne respire pas. Donc là, il y a quelqu'un qui est avec toi, tu lui demandes d'aller prévenir les secours. Donc le 18, tu lui indiques où tu es, l'état de la victime, et tu demandes de prendre un défibrillateur, qui aille chercher un défibrillateur et qui te le ramène. En attendant, massage cardio-respiratoire, 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations, en raison de 100 compressions globalement par minute. Là, il faut que tu fasses 3 cycles de demi chaque fois. Au moins, voilà, pour que ce soit efficace. Quand le type arrive avec le défibrillateur, tu poses le défibrillateur et tu suis les indications qui sont indiquées sur le défibrillateur. S'il n'y en a pas, ça je serais déjà fait. Voilà, tu attends les secours. Et tu n'arrêtes pas tant que les secours ne sont pas là. Après, ah oui, sauvetage. Esquive les appuis et les trajets de bras dans 3 nages. Ça c'est lié à la vidéo qu'il y a dans la partie sauvetage. On a une vidéo en partie sauvetage. Appui et trajet des bras dans 3 nages. Alors, ce qui est intéressant de faire en natation ou en sauvetage, c'est de trouver des appuis solides. Donc ce qu'on va faire, c'est tu comprimes l'eau pour prendre appui et avancer. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je prends appui dans l'eau, c'est pas l'eau que je balance comme ça, c'est je prends appui et le corps en fait se déplace par rapport à l'appui. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque je prends appui et que je comprime l'eau, la compression va être efficace un petit moment, et puis après, elle va être de moins en moins efficace parce que la compression fait que le paquet d'eau sur lequel je prends appui va prendre peut-être petit à petit de la vitesse, qui va fuir petit à petit sous l'effet de la compression. Donc il va falloir que j'oriente la main différemment pour retrouver des territoires dans l'eau qui sont plus au repos pour que je puisse avoir un appui plus efficace. C'est pour ça que quand tu regardes des vidéos des nageurs longs par exemple, les types ils rentrent, ça va chercher l'extérieur, après intérieur, après extérieur. Donc en fait quand ils nagent, on a l'impression qu'ils font un S. En fait non, ils font juste tac, 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 juste pour que la main puisse s'ancrer et que le corps soit tracté par rapport à ça. Maintenant il y a un problème avec la théorie du vortex en ce moment où tu as les super nageurs maintenant, super athlétiques. Ce qu'ils font c'est, ils rentrent même pas, ils ne cherchent pas à rentrer de loin en utilisant la portance pour rentrer, c'est-à-dire que l'effet de l'eau qui va plus vite que sous le bras, ça te tracter vers l'avant. Eux ils rentrent, la main est déjà en rame et après ils tractent directement très bas parce que plus tu t'enfonces dans l'eau, plus l'appui est solide. Donc il y a une partie de là à là où ils vont être très forts. Après ils ne vont pas chercher à pousser trop parce que ça crève au niveau des pectoraux et des triceps. Donc ils ne cherchent pas à comprendre, ils rentrent. De là à là ils vont tracter, après ils sortent le bras et en fait ils vont miser sur la fréquence et la puissance et ils peuvent aller super vite comme ça. Donc ça a un peu bouleversé les nages courtes, avec les nageurs athlétiques ont un peu bouleversé les théories sur la natation. Mais en gros c'est ça. Donc on va chercher à utiliser les mains gainées à l'avant-bras. Quand tu es en crawl, tu rentres, tu vas chercher extérieur, intérieur, extérieur. En papillon, c'est le même truc, extérieur, intérieur. Et en brasse, tu rentres, tac, tac, tac.
C'est le même système. Et ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Brasse, le crawl, ça fait 2. Il y a toujours l'accélération en fait. Sur l'accélération, en fait, c'est là que tu peux avoir l'appui le plus efficace. C'est pour ça qu'il y a une accélération toujours au niveau de l'appui. Dès que tu perds l'accélération, c'est cuit, tu perds l'appui, donc tu n'avances pas. Les super nageurs ont des accélérations, ça fouette. C'est pour ça que quand on explique le timing, la natation, c'est 1, 2. Où j'en suis? Après, quelle résistance rencontre le nageur? Comment et pourquoi il est limité? Ah oui, les virages. Les virages de natation sauvetage, je l'avais dans la vidéo, c'est tout expliqué. Je vais vous le montrer. Quelle résistance rencontre le nageur et comment et pourquoi peut-on le limiter? Ah oui, les résistances. Venez, tu as la résistance de frottement, c'est-à-dire sur toi. Bon, ça, c'est pas un problème, c'est infime, il y en a qui se rasent pour ça. D'ailleurs, Florine, tu peux t'y mettre. Vous voyez, il faut que tu fasses tes épaules par contre. Après, il y a deux trucs. La résistance frontale, c'est-à-dire quand j'avance dans l'eau, c'est l'eau que je vais rencontrer. Plus je suis ouvert, plus la résistance frontale va être importante, plus je suis profilé, moins elle va être importante. Donc en fait, on recherche à avoir la forme goutte d'eau, là, comme les dauphins. Donc en fait, je rentre ce menton, poitrine et tout pour avoir la résistance frontale moins importante. Mais quand l'eau passe et va se retrouver derrière, c'est la résistance tourbillonnaire derrière qui va être encore la plus importante, encore plus importante que la frontale. C'est-à-dire que la dépression que je vais créer derrière, tu vois, si je vais créer, en avançant dans l'eau, je vais créer un vide, et donc l'eau qui est autour va s'engouffrer dans le vide. Et plus le vide il est grand, plus ça s'engouffre vite en tourbillonnant, et plus ça m'aspire et ça me retient. C'est ça qui est détend. Donc en fait, des types bâtis comme moi, très large d'épaule, fin de bassin et avec peu de jambes, sont super forts en natation. C'est pour ça que vous voyez, là, c'est pas la natation. Trop muscler des jambes comme ça, non mais c'est vrai. T'es un cube, non mais quand t'es un cube, t'as des jambes super costauds et tout, c'est plus difficile. Malgré tout, il peut compenser avec la puissance sur 50 mètres. Mais après, pour nager en long, tu regardes tous les nageurs, ils sont fait pareil. Grand segment, épaules larges, bassin étroit, jambes fines. Ça fait que la résistance frontale elle est un petit peu forte parce que le mec il est large, mais après, comme elle vient derrière en s'affinant, la résistance tourbillonnaire elle est super limitée. Donc c'est la rigole. Voilà. Vous le retrouverez aussi ça dans la. Après vous avez des questions qui ont été développées en balle, je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est M. Bureau qui les affinera avec vous. Donc demandez-lui des explications lundi. Explique les appuis et la gestuelle. Il y a une petite erreur, il y a une faute. En handball sur différentes phases de jeu. Comment être plus performant au niveau biomécanique en handball. Donne des exemples de situations de jeu. Comment être plus économe collectivement au cours d'un match en handball. Expliquer des phases de jeu. Voilà. Donc ça, demandez-lui. J'ai fait une petite faute d'orthographe là. Bon, c'est pas grave. C'est le prof de PS encore, on peut comprendre. Demandez-lui qu'il vous explique lundi en détail ce sur quoi vous pouvez tomber. Et sinon, on a vu tout. Je vais vous montrer quand même la dernière chose. Quand tu vas en sauvetage de PS complément, tu vois, tu as sauvetage de PS complément. Tu as fait un, augmenter surface d'appui. Voilà, tu as une vidéo. Il y a une vidéo qui fonctionne, mais au lycée c'est particulier, parce qu'il y a des verrous un peu partout. Donc vous retrouvez la vidéo qui a été faite avec une fille d'Option Sport, là, qui explique les différents virages. Vous regardez la vidéo, vous faites un break, vous regardez la vidéo sur l'échauffement, sur la musculation, vous faites un break, et vous reprenez cette vidéo pour vous recaler là-dessus. Et c'est globalement ce que je vous explique. Si vous avez la possibilité de rentrer dans les détails, c'est intéressant pour vous. Voilà. Votre question? Vous allez la mettre incessamment. Ouais. Ça va. Ok, merci.